Bonjour à tous, déjà. Alors, c'est la deuxième fois que je fais ce petit exercice et c'est toujours aussi chouette de pouvoir participer à cette fête de la science, de pouvoir partager un peu avec vous tout ce que j'ai fait un peu pendant Tara Océan. C'est toujours un peu frustrant de ne pas vous voir parce que je suis sûre que vous êtes tous de l'autre côté à me voir moi, donc je vous fais un grand coucou. J'habite pas en France aujourd'hui, mais en tout cas, je suis très très contente d'être avec vous même à distance. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le plancton. Donc je pense que vous avez eu l'occasion depuis le début de la fête de la science de savoir un peu tout ça, donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps dessus, mais vous savez, l'océan aujourd'hui représente 71% de la surface de notre planète, d'accord? Et il joue notamment le rôle de thermostat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'océan permet de maintenir notre planète Terre à une température relativement constante, à savoir qu'il y a des échanges de température entre l'atmosphère et l'océan, et que si on veut garder une planète un peu viable, on a cet océan qui joue un peu le même rôle qu'un tapis roulant, à savoir qu'il transporte l'eau à travers l'océan et il permet de stocker et de redistribuer la chaleur de façon un peu équitable. Ce n'est pas le seul rôle que l'océan a pour la planète et pour le climat. Il absorbe aussi le CO2 atmosphérique, le dioxyde de carbone. Et cet océan, grâce notamment aux organismes vivants qui vivent dedans, produit de l'oxygène. Donc c'est un peu le même rôle que des fois les plantes ou la forêt amazonienne où on produit de l'oxygène. Et pourquoi c'est important? Parce que nous, les êtres vivants, et en particulier les hommes, on a besoin d'oxygène pour vivre. Le dernier service que l'océan peut aussi nous rendre, c'est d'être une ressource. Donc, je pense que vous avez tous plus ou moins mangé du poisson déjà dans votre vie. Les poissons, ça se pêche souvent dans l'océan. Et c'est aussi une ressource, par exemple, énergétique. Aujourd'hui, vous savez qu'on utilise les éoliennes, par exemple, qui utilisent le vent pour produire de l'énergie. Mais on peut aussi utiliser la mer, par exemple les vagues ou les phénomènes de marée pour produire de l'énergie. Donc, l'océan, il a un peu plein de facettes différentes et il nous rend des services un peu tous les jours. Et pourtant, alors qu'on a cet océan qui représente 71% de la surface de la planète, on a à peine exploré 5 à 10% de l'océan. On connaît mieux la cartographie des étoiles dans le ciel que celle de la biodiversité marine. Et alors ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'épate, c'est qu'on a plus de personnes qui ont marché sur la Lune, qui est quand même à 390 000 km d'ici, que sur la partie la plus profonde des océans, qui est à peine 11 km. Donc, par exemple, on a 3 personnes qui ont vu le fond des océans et il y en a 4 fois plus qui ont marché sur la Lune, alors que bon, l'océan paraît quand même un tout petit peu plus proche. Parmi les choses qu'on connaît encore assez peu sur l'océan, il y a cette idée de la biodiversité marine. Alors, c'est sûr que quand on pense à la biodiversité dans les océans, quand on va, par exemple, dans un aquarium, on pense aux dauphins, on pense aux baleines, on pense aux raimentas, on pense aux tortues. Mais en vérité, ça représente à peu près 2 à 3% de ce qui vit, de cette partie vivante, ces organismes vivants dans l'océan. Et 98% de la biomasse de ces organismes vivants dans l'océan sont en fait invisibles à l'œil nu. Donc, c'est ce qui vient d'apparaître sur la droite et c'est ce qu'on appelle le plancton. Donc, 98% de ce qui vit dans l'océan, on ne peut même pas le voir à l'œil nu. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le plancton? Donc, le plancton, ça vient du grec, planctos, qui veut dire errer, errant. Donc, c'est des organismes vivants qui ne peuvent pas nager contre le courant, donc ils dérivent. Un peu comme nous, quand on se laisse aller à la plage et qu'on est dans l'eau et qu'on se laisse dériver par le courant, là, c'est un peu pareil. Contrairement aux baleines, aux dauphins et aux tortues qui peuvent nager contre le courant, ces organismes-là, le plancton, en fait, ils se déplacent, ils vivent dans l'océan et ils se déplacent à travers toute la planète avec l'aide de ces courants. Alors, certes, ces petits organismes-là, ils sont tout petits, ils sont invisibles à l'œil nu, mais est-ce qu'ils sont vraiment importants? Parce que bon, s'il y en a plein dans l'océan, mais qui ne servent à rien, bon, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Alors évidemment, si je vous pose la question, c'est que oui, ces petits organismes qui sont invisibles à l'œil nu, ils sont très importants pour la planète. Par exemple, on sait qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui font ce qu'on appelle de la photosynthèse. C'est un peu comme des petites plantes, à savoir qu'ils utilisent le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air pour produire de l'oxygène. Donc l'oxygène, on avait dit que c'était important pour les hommes. Donc c'est vraiment des usines à production d'oxygène. On sait aussi que, par exemple, ces petits organismes marins sont en fait à la base de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que c'est des tout petits organismes
qui vont être mangés par des poissons. Ces poissons-là vont être mangés par des organismes plus gros, et ces organismes plus gros, les poissons, vont en fait être pêchés et mangés par nous, les hommes. Donc, ce n'est pas juste une petite masse d'organismes qui vit dans son coin complètement isolé. En fait, tout le reste de la chaîne alimentaire dans l'océan dépend de ces planctons. On sait aussi que sur des grandes échelles de temps, vraiment sur le temps très très long, une partie de ces organismes, de ce plancton qui vit dans l'océan, quand il meurt, il coule et il sédimente au fond des océans, et sur des grandes échelles de temps, ça va donner notamment le pétrole, enfin le gaz, les énergies fossiles, pardon. Même si on essaye de faire au mieux pour arrêter d'utiliser ces énergies fossiles, le plancton est aussi un réservoir, c'est ce qui permet de produire ces énergies fossiles. Et enfin, peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance, par exemple, d'aller aux falaises d'Étretat, dans le nord de la France. En fait, les falaises d'Étretat ou même les pyramides en Égypte sont aussi du plancton. C'est du plancton qui, sur des grandes échelles de temps, a sédimenté et a produit ces grandes falaises et ces grandes structures qui, aujourd'hui, nous font plaisir pendant les week-ends. Donc, le plancton, c'est tout petit, c'est très abondant, et en plus, c'est très important. Alors, à quoi ça ressemble? Comme je vous ai dit, le plancton, c'est quand même assez petit. Il y a des choses qu'on voit vraiment pas du tout à l'œil nu. Il y a des choses qui sont un tout petit peu plus grandes. Par exemple, ces méduses. Ces méduses sont des planctons. Alors, les méduses, elles peuvent quand même globalement pas nager dans le courant. Ça fait partie des organismes les plus gros qu'on puisse trouver. Et pour vous donner un ordre d'idée, une méduse, ça fait à peu près cette taille. Donc, c'est quand même pas très gros, et c'est vraiment le plus gros des planctons. Mais on a d'autres choses. Par exemple, là, il y a toute une diversité de plancton que vous pouvez voir. Il y en a qui ressemblent un peu à des petits crustacés. Donc ceux-là, on peut les voir à l'œil nu, mais c'est quand même très difficile. Donc ça, c'est des petits crustacés comme le krill, par exemple, qu'on appelle les copépodes. Et ces petits crustacés aiment beaucoup manger notamment ce qu'on appelle le phytoplancton. Donc, le phytoplancton, c'est justement ces petits organismes qui utilisent le dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène. Et vous en voyez, c'est les petites sphères qu'il y a au milieu sur la photo. Donc ça, c'est vraiment des usines à photosynthèse, et ça fait partie des choses qu'on peut voir dans le plancton. Mais c'est pas que ça. Le plancton, c'est ces organismes-là, mais c'est aussi des choses encore plus petites qui s'appellent des virus, mais aussi des bactéries. Et en fait, tout ça, c'est un sorte de... Le plancton, c'est incroyable parce que c'est un peu une version condensée de tout ce qui peut se passer on va dire, dans les organismes vivants. Et si vous regardez la diversité, si on prend vraiment toute la diversité des organismes vivants sur Terre et dans la mer, en fait, le plancton est quasiment partout. Donc, la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait, notamment grâce à la science, qu'il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur les océans, et donc qui pèsent aussi sur ce qui vit dans l'océan, et donc qui pèsent sur nous qui dépendons quand même largement de l'océan. Par exemple, on a le premier phénomène dont vous avez sûrement entendu parler avec les interventions sur le corail, c'est l'acidification des océans. On sait aujourd'hui que, dû à l'augmentation notamment des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ça c'est notamment dû à des activités humaines, on a les océans qui deviennent plus acides. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe actuellement dans l'océan, c'est un peu comme si on prenait une craie comme pour écrire au tableau, et que vous la mettez dans un verre de vinaigre. Si vous attendez assez longtemps, la craie, au bout d'un moment, elle va, entre guillemets, disparaître, elle se dissout. Un peu comme quand on met du sucre dans de l'eau, là on met une craie dans du vinaigre, elle va se dissoudre. Donc c'est un peu la même chose qui se passe, pas aussi extrême, mais dans l'océan, à savoir que l'océan est en train de s'acidifier, donc ça va un peu vers, entre guillemets, le vinaigre, et on a tout un tas d'organismes planctoniques qui sont faits un peu qui ont une coque en calcaire, donc qui ressemble un peu à de la craie. Et donc, comme vous le voyez peut-être sur cette image, en fait, au fur et à mesure que l'océan s'acidifie, ces organismes qui sont enfermés dans une coque en calcaire, ils vont aussi se dissoudre. Donc, on est un peu en train de détruire l'habitat de ces petits organismes. Alors, en ce moment, oui, c'est triste, on est en train de perdre des organismes calcaires, mais quel impact est-ce que ça a vraiment? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces organismes-là, ils ne vivent pas isolés. Tout est connecté. C'est un peu ce qu'on appelle la toile de la vie. Tous les organismes dépendent des autres organismes, et nous aussi. Et donc, en fait, il y a tout un tas d'autres
on va dire, êtres vivants dans le plancton et dans l'océan qui peuvent manger ces êtres calcaires. Et donc, à chaque fois qu'on détruit un des éléments de la chaîne, on impacte aussi tout le reste de la chaîne qui va, par exemple, se nourrir sur ces organismes-là. La deuxième grande menace qu'on observe aujourd'hui, c'est celle du réchauffement des eaux. On sait qu'il y a une augmentation, enfin une élévation de la température générale de l'eau des océans, ce qui a plusieurs incidences. Au début, je vous parlais un peu de cette histoire de tapis roulant, que l'océan aide à garder la planète à une température à peu près stable. Et ça, ce mécanisme de tapis roulant qui fait que l'eau circule, qu'elle se mélange, qu'on garde la température à peu près stable, et notamment un des moteurs, on va dire, de ce tapis roulant, c'est la différence de température. Et là, le problème avec le réchauffement de l'eau, c'est qu'on est un peu en train de ralentir ce tapis roulant. Et plus on ralentit ce tapis roulant, moins on mélange les masses d'eau et plus les écarts de température vont être grands à différents endroits de la planète. Et on sait que ça a des effets sur, par exemple, les cyclones, on sait que ça a des effets sur la façon avec laquelle les courants circulent dans l'océan. Et donc, c'est pas, on est un peu en train d'affecter tout ce qu'on appelle la machine climatique, mais sans vraiment s'en rendre compte au quotidien, nous. Un des autres effets du réchauffement climatique, c'est aussi notamment le blanchissement du corail. On sait que le corail, qui est voilà, une des plus grandes structures biologiques qu'on peut voir de l'espace, vit en symbiose avec une toute petite algue et que la température a tendance à casser cette symbiose. Et un des derniers points aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que quand l'eau de l'océan devient un peu plus chaude, elle se dilate, donc elle prend plus de place. Et donc, ça fait que le niveau de la mer augmente un tout petit peu. Et on observe de plus en plus des phénomènes d'îles, des petites îles dans le Pacifique, dans des endroits souvent assez reculés, où le niveau de la mer augmente et commence un peu à grignoter les habitations, ce qui fait que les gens sont obligés de déménager et on appelle ça des réfugiés climatiques. Et on estime que dans les 50 années à venir, ce nombre de réfugiés climatiques va fortement augmenter. Et le dernier point, dernière menace qui aussi influe pas mal, on va dire, l'équilibre qu'il y a dans l'océan, c'est ce qu'on appelle la désoxygénation. Donc, je vous ai dit que l'oxygène, c'était vraiment un élément très, très important dans la vie sur Terre. Et on a certaines zones de l'océan qui aujourd'hui sont en train de perdre de plus en plus d'oxygène pour plein de raisons différentes. Et ça évidemment, ça impacte la vie, que ce soit le plancton ou même les poissons ou même les requins, les tortues, les dauphins qui dépendent de tout ce qui vit là-dedans. Et donc, il y a vraiment sans parler d'urgence, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce qu'il y a dans l'océan. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là que s'est construit Tara Océan. Donc, Tara Océan, c'est une expédition qui a duré... Oula, pardon, je vais me remettre... Oui, Tara Océan, c'est une expédition qui a duré 3 ans, entre 2009... Pardon, je suis désolée. Oui, merci. Entre 2009 et 2013. Donc pendant 3 ans, le bateau Tara, qui est la goélette, est parti de l'Orient et a traversé la mer Méditerranée, l'océan Indien, l'océan Atlantique. Et le but, c'était vraiment de partir à la recherche de toute cette diversité planctonique qu'il y avait dans l'océan, de regarder les petits crustacés, de regarder les petits phytoplanctons qui produisent de l'oxygène, de regarder les virus, de regarder les bactéries. Donc vraiment d'essayer d'avoir une vision d'ensemble, de faire un état des lieux, de se demander, voilà, quelle est cette biodiversité dans l'océan, donc qui est là, quelles sont les fonctions majeures que ce plancton, on va dire, établit dans l'océan, et dans quelles conditions, à savoir que l'idée, c'était pas juste de faire un inventaire de ce qui est présent, mais aussi de voir dans quelles conditions ça se fait, donc de regarder les zones justement où il y a un peu moins d'oxygène, de regarder les zones où au contraire il y a énormément de ressources disponibles pour que les planctons puissent grandir, de regarder des zones un peu plus froides, un peu plus chaudes. Donc, ce n'est pas juste de regarder la diversité du plancton, mais c'est aussi de regarder dans quel environnement est-ce que ce plancton peut survivre, dans quel environnement est-ce que ce plancton grandit. Donc, c'était un projet, et c'est toujours d'ailleurs un projet vraiment colossal. C'est très, très interdisciplinaire. Donc, moi, j'ai été une scientifique, une jeune scientifique. Enfin, je suis toujours une jeune scientifique, mais j'étais impliquée dans Tara Océan parce que j'ai fait une partie de mes études. J'ai passé 3 ans en tant que chercheuse dans Tara Océan. Et c'est vraiment très, très interdisciplinaire comme projet. Ça veut dire que c'est pas juste des biologistes, par exemple. On a des gens qui étudient la biologie, on a des gens qui étudient la physique, on a des gens qui étudient plus
on va dire les mathématiques. Donc, on avait vraiment plein de profils de scientifiques différents. On a même des artistes qui sont venus à bord, des philosophes qui nous permettent de réfléchir au sens de notre recherche, à pourquoi on le fait. Donc, c'est vraiment une vision très, très globale de ce qui se passe dans l'océan, ce qui est assez rare. C'était aussi très international comme projet. Pendant les 3 années où j'ai travaillé sur Tara Océan, j'ai eu l'occasion d'avoir des collaborateurs qui venaient des États-Unis, du Japon, d'Italie, d'Amérique latine, des Brésiliens. Et ça, c'est vraiment aussi très représentatif, en tout cas à mes yeux, de comment une belle science se fait. C'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Donc on n'est pas, je suis pas française et lui américain. On est tous les deux scientifiques et au fond, on a la même idée en tête qui est d'essayer de mieux comprendre ce qu'il y a dans l'océan. Alors, pour vous donner des petits chiffres, c'est plusieurs centaines de milliers de kilomètres, hein, 3 ans d'expédition, 3 ans avec un bateau dans l'océan, c'est long. Donc, c'est plus de 100 000 kilomètres parcourus pendant ces 3 années. 200 scientifiques qui sont montés à bord du bateau pour récolter du plancton, plus de 40 000 échantillons en tout, donc ça c'est vraiment énorme. Je pense que vous n'avez pas forcément d'ordre de magnitude, mais bon, grosso modo, ça n'a jamais été fait avant. Et un des plus grands jeux de données qui ait jamais été récolté. Et un des points majeurs de l'esprit Tara, c'était vraiment de dire on veut que ces données soient rendues publiques, disponibles pour tout le monde, pour que tout le monde puisse les utiliser. L'océan n'appartient à personne, entre guillemets, donc c'est normal que tout ce qu'on récolte dedans puisse servir à la science. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert ? Une des questions souvent, c'est mais pourquoi est-ce qu'on est passé à côté de toute cette diversité-là ? Une des raisons pour lesquelles on n'a jamais vu qu'il y avait tout ce plancton, c'est que les techniques pour observer ce plancton étaient relativement inaccessibles. Aujourd'hui, on peut observer le plancton avec notamment des microscopes, mais aussi avec d'autres techniques qui permettent de voir la diversité qui est là. Et donc ça fait partie des photos qui ont été prises pendant Tara Océan. Donc tout ça, c'est vraiment très très petit, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Donc là, ça a été grossi, ça a été coloré, ce qui permet de voir un peu les différentes structures qu'il y a à l'intérieur du plancton. Et ce que les premières données Tara ont montré de Tara Océan, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'espèces de plancton que ce qu'on pensait. Donc jusqu'à 2009, on pensait qu'il y avait un certain nombre d'espèces et en gros, Tara a fait exploser ces nombres-là. Donc, on a découvert qu'il y avait 10 fois plus d'espèces de plancton que ce qu'on pensait. Et que surtout, il y en avait une grande partie où, même si on avait la photo, on n'avait jamais vu ça auparavant. Donc, il y a aussi un tiers de tout ce qu'on observe dans Tara, au niveau du plancton, où on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il y a un organisme, on sait que ça ressemble un peu à quelque chose qu'on a déjà vu, mais en vrai, on serait incapable de dire à quoi ça sert. Ce qui est très excitant parce que ça ouvre la voie à plein de recherches différentes. Alors au quotidien, à quoi ça ressemble ? Moi, pendant ma thèse, j'ai passé beaucoup de temps derrière un ordinateur. Et en fait, à vrai dire, moi, j'ai commencé mon travail de thèse quand le bateau est rentré de Tara Océan. Donc, j'ai jamais embarqué. J'ai jamais embarqué sur le bateau avant d'arriver dans ce projet. Donc, moi, j'ai vraiment été dans la deuxième phase, à savoir l'analyse, qui est aussi pour moi une phase très, très excitante parce que c'est celle où vraiment on part à la recherche de tout ce qu'il y a là. On est vraiment en terre inconnue. Surtout là, avec Tara, on avait accès à des jeux de données auxquels personne n'avait jamais eu accès. Ça veut dire aussi au quotidien rencontrer tous les gens qui travaillent dans Tara. Ça veut dire voyager. Ça veut dire aussi partager mes résultats. Donc, je vais essayer d'être assez bref parce qu'il me reste que 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, être scientifique ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'être scientifique, c'est voilà, avoir une blouse blanche, être dans un labo. Pour moi, et je pense aussi pour tous les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans Tara, être scientifique, c'est plus un état d'esprit. Ça veut dire, pour moi, être scientifique, ça veut juste dire, je suis curieuse. J'ai envie de comprendre comment le monde fonctionne, j'ai envie de comprendre ce qu'il y a dans l'océan. Et pour faire ça, pour essayer de comprendre tout ça, j'ai envie de le faire avec une méthode. C'est comme quand on apprend à faire du vélo ou faire du piano, on ne se réveille pas un matin en disant « Ah, je sais faire du piano ». La recherche, c'est pareil. Être scientifique, c'est pareil. Ça s'apprend. Et surtout, ça s'apprend à différents niveaux. On n'est pas obligé de faire 20 ans d'études pour devenir scientifique. Moi, j'ai des amis qui sont des scientifiques, qui ont fait des études scientifiques, mais qui ont fait, par exemple, 2 ans d'études, ou 5 ans d'études, ou 8 ans d'études. Et en fonction du nombre d'études qu'on fait, évidemment, on va avoir des directions et des types de sciences différentes, mais elles se valent toutes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre.
Il faut des scientifiques avec des grandes idées qui réfléchissent tout le temps, mais il faut aussi des scientifiques qui prennent ces idées et qui les mettent en œuvre, parce que sinon, c'est un peu trop facile. Et donc, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est essentiel que je sois entourée au quotidien de un peu toute cette diversité de scientifiques-là. Alors des fois aussi, une des opportunités de Tara, c'est d'aller un peu au-delà de la recherche. Voilà, des fois, c'est important de un peu sortir du cadre du labo, notamment parce que des fois, bah, on est coincé. Moi, ça m'est arrivé pendant ma thèse, au bout d'un moment, de me dire, j'arrive plus à avancer, j'arrive plus à trouver. Et donc là, Tara était excellent parce que ça m'a permis de faire plein de choses à côté qui sont aussi pour moi importantes dans le boulot de chercheur. Donc, j'ai pu former des étudiants, j'ai pu accueillir des jeunes élèves de votre âge dans mon laboratoire pour leur montrer un peu ce que c'est que la science. J'ai pu participer à des grandes conférences où il fallait un peu représenter on va dire la nouvelle génération de chercheurs et expliquer quelles étaient un peu nos idées aux grands décideurs. Donc voilà, c'était aussi ça, Tara, c'était se permettre d'avoir ces occasions-là. Donc, je vais aller un peu vite sur la fin. Parmi les choses qui étaient assez incroyables, c'est qu'après avoir travaillé sur tout ça, j'ai quand même eu l'occasion de monter sur Tara pendant l'expédition Tara Pacifique. Donc, moi, j'ai travaillé sur Tara Océan pour le plancton et j'ai eu l'occasion d'embarquer pour Tara Pacifique qui, là, s'occupait du corail. J'ai passé environ 10 semaines sur Tara. Donc, c'était assez incroyable de enfin monter sur le bateau après avoir passé 3 ans à travailler sur ce sujet. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu enfin voir et faire de mes propres yeux comment on récolte le plancton. Donc en fait, le plancton, on le récolte de plein de façons différentes. Hein. Ça dépend un peu des organismes auxquels on s'intéresse. Des fois, on est obligé de mettre des filets à l'eau. Quand on veut récolter, on va dire, des grands planctons. Des fois, on est obligé d'y aller avec des filets plus petits, comme vous voyez le plongeur en bas à gauche qui, lui, en fait, allait sous l'eau avec un petit scooter sous l'eau avec des filets qui nous permettaient de récolter des petits organismes. Des fois, il faut aller sur le terrain avec les bateaux pour aller pomper de l'eau et la prendre à une profondeur bien spécifique. Et ensuite, aller travailler sur le bateau pour utiliser tous ces on va dire, toutes ces différentes masses d'eau. Et il y en a certaines qu'il faut qu'on filtre pour les plier sur des tout petits filtres très fins. Il y en a d'autres qu'on va garder dans des bouteilles complètes pour les ramener et les envoyer dans les différents laboratoires. Donc, en fait, il y a tellement d'analyses différentes qui sont faites sur Tara que c'est impossible de résumer en une phrase. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu sur le terrain, c'est beaucoup de travail. Et surtout, pour moi, c'était incroyable parce que je réalise ce que ça représente, parce que j'ai été de celles qui ont été derrière, après cette phase de collecte, après qui est, bon, bah, évidemment, ça fait rêver, on est sur un bateau, mais je sais que pour chaque échantillon que je collecte, il y a plusieurs mois, plusieurs années de travail derrière, et c'est là qu'on va faire les grandes découvertes. J'ai eu, et je vais terminer un peu là-dessus, pendant mon embarquement, l'occasion de beaucoup collaborer avec Maki, que vous voyez sur les photos, là notamment de profil avec les cheveux longs au vent. Maki est une artiste, c'est une peintre muraliste qui est passionnée un peu du vivant et qui, dans sa vie en tant qu'artiste, peint des sortes de structures monumentales sur des murs. Et elle est venue à bord du bateau parce que c'est vraiment une chose importante pour Tara d'avoir des artistes qui viennent et qui s'inspirent du travail des scientifiques. Et en fait, j'ai fait avec Maki exactement ce que j'ai fait avec vous. Je lui ai parlé de plancton. Je ne suis pas obsédée du plancton, mais c'est vrai que ça occupe pas mal de mon temps de réflexion. Et en fait, Maki s'est inspirée de tout ce dont on a parlé. Et aujourd'hui, Maki utilise son art, elle utilise l'art pour porter le même message que moi, j'ai essayé de vous livrer aujourd'hui. Elle le fait à sa façon, elle n'est pas scientifique, elle est artiste, mais elle est aussi concernée par ce qui se passe dans l'océan. Elle a aussi compris que tout était connecté. Et c'est un peu quelque chose que j'ai envie de rappeler, que l'art et la science ne sont pas du tout aussi éloignés que ce qu'on pense. Les artistes et les scientifiques partagent beaucoup de traits de caractère communs. Il faut réfléchir un peu en dehors de la boîte, entre guillemets. Il faut savoir des fois regarder les choses sous un autre angle. Il faut savoir être réceptif à son environnement. Il faut savoir faire confiance à son intuition. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis retrouvée à avoir beaucoup de points communs avec Maki. Et je vais terminer sur une de ces illustrations que je trouve vraiment incroyable et qui aujourd'hui peuple plein de murs partout au Japon, où en fait elle montre bien que tout est connecté.
Vous avez une baleine. J'espère que vous voyez la grosse baleine. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez la petite spirale qu'il y a à l'intérieur. Cette spirale, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Donc, c'est vraiment le cœur de ce qui fait le monde vivant. Donc, elle montre bien l'interaction. Donc, voilà, cette baleine, c'est un organisme vivant, mais sur la baleine, il y a des branches de corail qui poussent. Et à l'intérieur de cette baleine, vous ne le voyez sûrement pas, mais il y a des petits planctons qui sont dessinés. Et donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de montrer que tout est connecté, qu'il faut que nous-mêmes, on prenne conscience qu'on se place quelque part dans ce petit bout-là. Et pour moi, c'est ce qui motive clairement le fait que tous les jours, j'ai vraiment envie d'essayer de comprendre comment on est connecté à toute cette chaîne-là.